Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la géologie des chaînes de montagne. Cette vidéo se destine aux élèves des classes de spécialité de sciences de la vie et de la Terre en terminale ainsi qu'à leurs professeurs. Nous nous intéressons ici à un aspect particulier des chaînes de montagne, à savoir la signature laissée à la surface de la Terre par ces chaînes une fois que les forces tectoniques qui en sont à l'origine deviennent inactives. Pour cela, nous allons étudier essentiellement l'exemple de la chaîne hercynienne, une chaîne de montagnes de dimensions similaires à l'Himalaya actuel, qui recouvrait la majeure partie de l'Europe au Paléozoïque, il y a de cela plus de 300 millions d'années. Après quelques rappels sur la façon dont le visage de la Terre est perpétuellement remodelé par la tectonique des plaques, nous proposerons une définition générale de ce qu'est une chaîne de montagne, à partir des chaînes que nous pouvons observer aujourd'hui, autrement dit, dont l'évolution n'est pas encore achevée. Les différentes caractéristiques géologiques des chaînes actuelles nous serviront de pierre de rosette pour déchiffrer la signature géologique des chaînes du passé, vieilles de plusieurs centaines de millions d'années. Ces anciennes chaînes ont subi des processus d'érosion, mais aussi de démantèlement tectonique qui rendent leur message difficile à décrypter. Nous explorerons ensuite la chaîne hercynienne, principalement la région du Massif central, à partir de la carte géologique de la France au 1 millionième. Nous identifierons les principaux événements géologiques ayant façonné cette chaîne et replacerons ces événements dans un cadre de chronologie relative. Enfin, nous discuterons de l'histoire géologique de la chaîne hercynienne à la lumière d'un modèle d'évolution des chaînes de montagne élaboré à partir de l'étude des chaînes actuelles. Ceci nous permettra de conclure sur les apports de la chaîne hercynienne en France à la compréhension des derniers stades du cycle de vie d'une chaîne de montagne. La Terre est une planète active, dont le visage est perpétuellement renouvelé par l'action du climat, de la vie, mais aussi d'une tectonique des plaques qui est animée par la dissipation du flux de chaleur interne de la planète et des forces de gravité. Dans le cadre de la tectonique des plaques, les continents se déchirent, se fragmentent, aboutissant souvent à la formation de lithosphères océaniques à l'axe du nœud dorsal. On passe du stade rifting au stade de dorsal océanique. La lithosphère océanique ainsi formée peut, ultérieurement, entrer en subduction et plonger dans le manteau. Nous assistons alors à la fermeture d'un océan. La subduction est donc le processus géodynamique principal impliqué dans la formation des chaînes de montagne, qu'il s'agisse des chaînes issues de subduction océanique ou de subduction continentale. À l'échelle du cycle orogénique que nous venons de décrire, une chaîne de montagne correspond donc, dans la plupart des cas, à une frontière où un océan a disparu. La zone de suture, souvent bordée par des ophiolites, correspond à la zone où les deux continents autrefois séparés par l'océan se sont rejoints. Le dernier cycle orogénique ayant bouleversé le visage de notre planète est appelé le cycle alpin. Ce cycle a débuté il y a 250 millions d'années et se poursuit encore de nos jours. Il est étroitement lié à l'histoire d'un océan aujourd'hui disparu, la Néothétis, qui séparait les continents et aujourd'hui réunis en Eurasie des continents issus de la fragmentation du Gondwana, à savoir aujourd'hui l'Afrique, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique. La subduction de l'océan Néothétis est à l'origine des principales chaînes actuelles, en l'occurrence les Alpes, le Zagros en Iran et l'Himalaya entre l'Inde et la Chine. Cependant, d'autres cycles orogéniques ont eu lieu avant le cycle alpin. C'est le cas du cycle hercynien qui a vu la fermeture des océans qui séparaient plusieurs continents, à savoir la Laurentia, la Baltica, la Wallonia et le Gondwana, ainsi que toute une série de microcontinents qui se sont retrouvés piégés entre ces gros continents principaux. Le cycle hercynien amorce donc la formation géologique du continent européen, formation qui se poursuivra avec l'ensemble des événements liés à la fermeture des différentes branches de la Thétis au Mésozoïque.
Regardons un instant la signature laissée par cette chaîne hercynienne sur la carte géologique de la France et du Massif central en particulier. Avouons qu'il y a de quoi être impressionné par la complexité des archives géologiques qui se présentent à nous. Nous pouvons d'ores et déjà simplifier une partie de ce signal en considérant que les fossés d'effondrement, en jaune sur cette carte, et le volcanisme de la chaîne des puits du Cantal et du Violet, en pourpre, sont des événements datés du Cénozoïque, c'est-à-dire des événements plus récents qu'une trentaine de millions d'années. Par conséquent, ces événements ne sont pas reliés à notre histoire hercynienne de plus de 300 millions d'années. Il n'en demeure pas moins que la carte géologique de la chaîne hercynienne, au niveau du Massif central, reste complexe et difficile à déchiffrer. Nous allons donc faire un détour vers les chaînes plus récentes formées lors du cycle alpin pour tenter d'y glaner quelques indices, quelques clés de lecture qui nous permettront d'appréhender la géologie du Massif central plus sereinement. Prenons l'exemple de l'Himalaya, donc la chaîne actuelle qui est l'analogue le plus proche de ce qu'était la chaîne hercynienne par le passé. La coupe qui est présentée sur ce document a été construite dans le cadre du projet IGCP 667. Elle illustre l'essentiel des caractéristiques géologiques d'une chaîne de montagne. D'après cette coupe, une chaîne de montagne, c'est, de prime abord, une topographie, c'est-à-dire une altitude par rapport à une surface de référence de l'ordre de plusieurs milliers de mètres. C'est également une zone d'épaississement crustal, pouvant atteindre 70 km, tel qu'on peut le déduire à partir des mesures gravimétriques. Cet épaississement crustal est en partie le fait des déformations tectoniques et en particulier des failles inverses qui permettent la superposition et l'empilement d'écailles tectoniques sur le plan vertical. Ce contexte de chaîne de montagne est ainsi propice à d'importantes variations de pression et de température à l'origine des roches métamorphiques. Pour rappel, le métamorphisme désigne l'ensemble des transformations chimiques, minéralogiques et structurales que subit une roche à l'état solide lorsqu'elle est portée dans des conditions de pression et de température différentes de celles ayant gouverné sa formation initiale. Regardons à présent cette même chaîne himalayenne, mais cette fois-ci en carte, et concentrons-nous sur la distribution des déformations tectoniques. Les traits rouges, sertis de triangles rouges, désignent les failles inverses. Nous remarquons que les bordures de la chaîne sont principalement structurées par ces failles inverses, ce qui indique que ce sont ces zones où la chaîne se construit et s'élève plus qu'elle ne s'érode par empilement d'unités géologiques les unes sur les autres. Au cœur de la chaîne, au niveau du plateau tibétain, nous identifions des failles normales, symbolisées ici par des petits rectangles. Ces failles normales sont des failles qui permettent un amincissement crustal. Il peut paraître surprenant d'identifier les signes d'un amincissement là où la chaîne est en réalité la plus épaisse, mais nous y reviendrons. Nous identifions enfin une série de décrochements. Ces décrochements sont issus du coulissement de blocs de la chaîne, les uns par rapport aux autres. Les décrochements sont ici figurés par des flèches de sens opposé. Enfin, regardons quelques affleurements situés dans la région de l'Everest. Bien que ce sommet soit l'un des plus hauts du monde, il est en fait aujourd'hui structuré par une grande faille normale appelée le détachement sud-tibétain. Si l'on suit latéralement le détachement sud-tibétain, on peut observer une transition d'un régime tectonique cassant, marqué par des cataclasites, avec une rupture nette de la roche le long d'un plan de faille, une transition donc vers un régime ductile où la roche préserve sa continuité, et ici la déformation ductile se manifeste sous la forme d'une foliation. Le régime ductile témoigne de conditions de pression et de température élevées qui ne peuvent être atteintes qu'au cœur de la chaîne à plus de 10 km de profondeur.
Nous voyons donc ici que la faille normale permet l'exhumation, c'est-à-dire l'arrivée en surface de roches qui ont été déformées en profondeur. À la faveur de ces observations succinctes, nous pouvons donc mettre en place un modèle simplifié de l'évolution d'une chaîne de montagnes du type Himalaya, mais aussi, pour ce qui nous préoccupera par la suite, du type hercynien. La distribution des déformations tectoniques nous montre que la chaîne s'épaissit sur ses bordures à la faveur de failles inverses et se démantèle en son cœur, dans ses domaines internes, au moyen de failles normales et de failles en décrochement. L'érosion, quant à elle, est active dans tous les domaines de la chaîne, que ce soit à la faveur de glaciers, de glissements de terrain ou des fleuves. Une chaîne de montagne résulte donc d'un équilibre dynamique, elle peut se construire et se démanteler en même temps, tout dépend du domaine qui est considéré. Cet équilibre est gouverné par deux types de forces. D'une part, on distingue les forces limites. Les forces limites sont issues de la tectonique des plaques et sont dépendantes de la superficie de l'interface entre la plaque plongeante et la plaque supérieure au niveau de la zone de subduction. Autrement dit, tout simplement, la surface de contact entre les deux lithosphères. D'autre part, on distingue les forces de volume qui, elles, sont principalement liées à la gravité. Lorsque les forces limites ne sont plus suffisantes pour soutenir le relief, celui-ci s'effondre sur lui-même. Nous voyons donc, dans le cadre de ce modèle, que l'effondrement gravitaire d'une chaîne s'accompagne d'un démantèlement spectaculaire de ses structures. Lorsqu'elle se démantèle, la chaîne perd sa configuration initiale, sa géométrie initiale. C'est pour cela qu'il devient si difficile de décrypter la carte géologique d'une chaîne ancienne. C'est parce que ces structures ne sont plus en place telles qu'elles se sont formées. Tout a été dispersé au moment du démantèlement, comme un puzzle dont on aurait éclaté les pièces. Fort de ce modèle et de ses enseignements, retournons à la chaîne hercynienne et à nos massifs central et armoricain. Lorsqu'on regarde un extrait de la carte géologique du Massif central, nous sommes marqués par la prédominance d'aplats de couleur rouge à rose qui correspondent à des granites. Les granites sont des roches qui ont cristallisé en profondeur. Sur notre territoire, ils se forment principalement entre 300 et 350 millions d'années. Également, nous pouvons rencontrer sur la carte géologique de nombreuses formations correspondant à des gneiss. Les gneiss sont des roches métamorphiques foliées dont la structure, en bande de cisaillement, bien visible sur cet échantillon qui a été prélevé en Vendée, témoigne d'un régime de déformation ductile. Nous savons que dans les chaînes actuelles, la déformation ductile se fait en profondeur. D'autre part, les granites sont ici le produit de l'anatexie. Les conditions de pression et température sont telles en profondeur que la roche fond pour former du granit. À cela, il faut également rajouter que la désintégration radioactive des éléments radioactifs dans la croûte est plus importante au niveau des chaînes de montagne du fait de l'épaississement crustal. Ainsi, la chaleur libérée par les désintégrations radioactives est beaucoup plus importante et contribue à augmenter le gradient de température. On peut donc en déduire que les massifs central et armoricains correspondent à une chaîne démantelée, mais en plus, il s'agit ici des domaines profonds d'une chaîne de montagne. Se promener le long des affleurements de la chaîne hercynienne équivaut donc à faire un voyage dans les profondeurs d'une chaîne telle que l'Himalaya à plus de 10 km de profondeur. Ces domaines, dans les chaînes actuelles, ne peuvent être observés qu'au moyen de techniques géophysiques complexes basées sur la propagation des ondes sismiques.
Accordons-nous à présent sur la distribution des déformations tectoniques dans la chaîne hercynienne en France. Nous prenons ici l'exemple de la région ouest du Massif central, à savoir la Corrèze. Sur cet extrait de la carte géologique, nous observons toute une série de chevauchements indiqués par les flèches. Les chevauchements sont des failles inverses dont le pendage est de l'ordre de la trentaine de degrés. Ils sont figurés sur la carte par des petits triangles noirs. Les chevauchements juxtaposent des unités d'origine diverses ayant subi des épisodes métamorphiques de différents grades. Il s'agit donc des vestiges d'une zone où la chaîne se construisait par empilement d'écailles, à savoir un prisme orogénique. Sur cet extrait, nous retrouvons ensuite les granites orogéniques, les granites formés par l'anatexie, qui recoupent les nappes de charriage portées par les chevauchements. Cette chronologie est cohérente avec notre modèle d'évolution de chaîne de montagne. La chaîne se construit d'abord par empilement de nappes et, suite à l'épaississement crustal ainsi engendré, la racine de la chaîne entre en fusion pour former le magma à l'origine des granites. Enfin, nous observons sur cette carte une grande faille normale, la faille d'Argentat, qui recoupe à la fois les chevauchements et les granites. Cette faille peut être considérée comme un analogue des failles normales que l'on retrouve au niveau du plateau tibétain. Il s'agit d'une faille qui permet l'amincissement crustal de la chaîne lorsque les forces de volume prennent le dessus sur les forces aux limites. Nous pouvons donc résumer la chronologie de l'histoire de la chaîne telle que déduite de cet extrait de la carte de la façon suivante. Tout d'abord, il y a eu un épisode d'épaississement crustal avec empilement de nappes de charriage à la faveur de chevauchements. Ensuite, un épisode de fusion de la croûte ainsi épaissie par anatexie qui a donné naissance à des granites qui ont ensuite recoupé les nappes par diapyrisme. Enfin, il y a eu un épisode de démantèlement tectonique de la chaîne avec des failles normales, c'est-à-dire lorsque les forces de volume prennent le dessus sur les forces aux limites. Les failles en décrochement, quant à elles, sont plutôt enregistrées du côté du massif armoricain. Dans cet extrait de carte qui représente la zone broyée nord-armoricaine, nous voyons même que des granites ont été cisaillés alors qu'ils étaient en cours de cristallisation lors de l'activité du décrochement. On peut ainsi dater l'activité de ce décrochement autour de 300 millions d'années, ce qui correspond à l'âge de formation de ce granit contemporain du jeu de la faille. Ceci nous montre que les décrochements ont été particulièrement actifs dans les derniers stades de vie de la chaîne. Nous y voyons maintenant un peu plus clair sur la signature géologique complexe de la chaîne hercynienne sur la carte géologique de la France au 1 millionième. Le Massif central a enregistré divers événements géologiques qui témoignent de la période autour de 400 à 350 millions d'années où les forces aux limites dominaient sur les forces au volume dans cette région de la chaîne. Les indices sont les chevauchements, les écailles qui permettent d'empiler, la présence de métamorphisme et l'anatexie à l'origine des granites suite à l'épaississement de la chaîne. La chaîne enregistre aussi le point de bascule vers une domination des forces de volume avec la mise en place de failles normales et de décrochements. Couplée à l'érosion, cette tectonique a permis l'exhumation des domaines les plus profonds de la chaîne qui nous sont aujourd'hui accessibles à la Flormont. Nous montrons ainsi que plus un ensemble géologique est ancien, plus il est difficile de le décrypter. L'ensemble en question subit de nombreux changements liés à la dynamique du climat et de la tectonique des plaques, et certaines des caractéristiques des chaînes de montagne peuvent être même effacées des archives de la Terre. La géologie du Paléozoïque peut donc s'apparenter à une vraie quête des visages disparus de notre planète, une époque où tout était très différent.
Nous concluons ici sur de récentes reconstructions paléogéographiques de la Terre au temps de l'Hercynien. On y voit que la chaîne hercynienne telle que préservée en France n'était qu'une toute petite partie d'une chaîne beaucoup plus vaste qui s'étendait quasiment sur toute l'Europe, l'Arctique et une grande partie de l'Amérique. Les ophiolites et les vestiges de subduction, essentiellement les roches métamorphiques, telles qu'on peut les observer à l'île de Groix par exemple, témoignent que le domaine hercynien français résulte probablement de la subduction de plusieurs océans. Mais pour aller plus loin, il nous faudrait étudier en détail ces roches métamorphiques, ce qui dépasse le cadre de ce que l'on peut dire à partir d'une seule carte géologique. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile dans vos révisions ou la préparation de vos cours. Vous trouvez ici une liste non exhaustive des références bibliographiques que j'ai utilisées pour construire ce support. La plupart de ces ressources sont disponibles en accès libre sur Internet, notamment les articles issus de la revue Compte rendu Géosciences et du bulletin de la Société géologique de France, pour ceux parmi vous qui souhaiteraient approfondir davantage les notions abordées dans cette vidéo. Enfin, je vous quitte avec quelques informations qui détaillent les points essentiels de mon parcours et je vous remercie pour votre attention.